Alors, on va commencer. Donc, troisième défi de la peinture. C'est ça que j'ai... En tout cas, vous voyez un peu où je m'en vais, ou un peu la structure de ces conférences. La dernière fois, donc, on voyait le mouvement. Aujourd'hui, on va voir le temps, la durée, qui est aussi, en effet, un défi particulier pour la peinture, puisque on a l'impression qu'un peintre, il peut faire juste un instant en particulier. Il peut essayer peut-être d'évoquer un peu ce qui précède, un peu ce qui va suivre, mais d'une certaine manière, il est pris avec un seul moment à représenter. Hein. Et une fois de plus, on pense, on dit, ceux qui ont solutionné le problème le plus facilement, c'est encore la bande dessinée, hein, avec une série de petites vignettes les unes après les autres, puis vous avez une histoire, donc vous pouvez suivre l'histoire. Vous allez dire qu'il lit du Tintin-Milou, mais c'est une page très célèbre, c'est la fameux épisode du Temps du Soleil, quand le capitaine voit un lama. Et puis alors, il fait son fin finot, là, kili, puis tout ça. Le lama lui crache dessus, évidemment, à un moment donné, puis il a beau être averti par le petit Péruvien, là, ou je ne sais pas quoi, qui est là, qui lui dit « Faites attention, Seigneur », et quand il est fâché, il fait les choses terribles. Alors, mais ça, c'est un système qu'on pourrait qualifier de narratif, hein? C'est-à-dire, c'est comme une histoire. On peut lire une scène après l'autre, qui est une espèce d'enchaînement logique d'une scène à l'autre. Ça aussi, un bon dessinateur de bande dessinée va savoir quoi sauter entre les épisodes et quoi nous donner pour qu'on puisse quand même le lire et puisse comprendre de quoi il s'agit. Alors ça, c'est un système qui a été employé, en fait, dans la tradition depuis très longtemps. Au Trecento, par exemple, on avait des scènes comme ça, ou des scènes religieuses, en particulier, on voyait en séquence, hein, tout ce qui se passait. Mais il y a une réaction contre cette façon de procéder au XVIIe siècle, où au contraire, on va recommander aux peintres de faire très exactement, enfin, comme un peu au théâtre, là, de garder l'unité de temps, l'unité de lieu et l'unité d'action. Hein? C'est-à-dire qu'au lieu de vous disperser comme ça en plusieurs scènes, là, vous allez trouver un moment important que vous voulez représenter et qui va être si bien choisi que le spectateur pourra imaginer ce qui précède, puis pourra imaginer ce qui suit. Et là, il y a une fameuse querelle à propos de ce tableau-là qui a été fait à l'Académie de peinture du temps, au XVIIe siècle, un tableau de Nicolas Poussin, donc un très important artiste français du temps, et qui représente, en fait, l'épisode de la manne, de cette fameuse histoire où les Hébreux sont dans le désert, et là, ils meurent de faim de plus en plus, puis là, ils commencent à pester contre Moïse et Aaron, évidemment, et tout d'un coup, alors Dieu intervient et leur envoie la manne. Hein. Et le problème qui était soulevé par ce tableau-là, par les académiciens, c'était qu'ils ne respectaient pas vraiment l'unité de temps et l'unité d'action, parce qu'ils représentaient dans le même tableau des choses qui s'étaient passées à une journée de différence. Hein. Alors, c'est quoi? C'est qu'ils font allusion, évidemment, au chapitre de l'Exode, dans lequel cet épisode-là est décrit. Et à un moment donné, c'est ça, on dit, ben, les gens protestent contre la condition qu'on leur fait, et c'est ce qui est représenté plus ou moins dans la partie gauche du tableau, tu sais, où on voit des gens par terre, en train presque affamés, et il y a même une dame qui donne son sein à une plus vieille, etc., pour montrer justement que pendant une période, après une longue marche dans le désert, comme ça, ils finissent par être épuisés, et il y a un monsieur là, qui est sur la gauche, là, qui regarde, qui est témoin, en fait, de cet aspect-là, en fait, de cet épisode-là. Hein. Et par ailleurs, vous avez alors, au milieu, évidemment, plus loin, vous avez celui qui pointe au ciel, là, c'est Moïse et Aaron, là, qui sont là, au milieu. Et plus loin, à droite, au contraire, vous voyez des gens qui se penchent à terre et qui ramassent on ne voit pas trop ce qu'ils ramassent, mais enfin, ils font des gestes comme quelqu'un qui est en train de récolter la fameuse manne. Hein. Manhu en hébreu, ça veut dire qu'est-ce que c'est, t'sais? What is this? T'sais? Alors, on ne sait pas exactement en fait de quoi il s'agissait, mais alors là, sur la partie droite, donc il a représenté ça. Et dans la Bible, c'est indiqué très clairement que c'est le lendemain que les Hébreux trouvent de la manne après avoir protesté la veille. Hein. Alors donc, le problème que posait le tableau, c'est ça, c'est que ça ne respectait pas
l'unité de temps, l'unité d'action. Et regardez, je vais vous lire un texte d'un académicien du temps là, qui défend la position stricte, là, qui s'appelle Henri Testelin. Il dit « Par l'écriture, l'on peut bien faire une ample description de toutes les circonstances qui arrivent en suite de temps. Hein, quand on écrit. Ça, il n'y a pas de problème, parce que là, vous faites une narration, vous faites un récit. Hein, et donc, on peut décrire, bon, ça, c'est passé, ensuite, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Lesquels on peut concevoir que successivement. Hein, c'est-à-dire, en lisant, on conçoit en succession les différents épisodes qui sont racontés. Mais en la peinture, l'on doit comprendre tout d'un coup l'idée d'un sujet, qu'ainsi un peintre se doit restreindre à ces trois unités, à savoir ce qui arrive en un seul temps. Hein, c'est-à-dire, donc, le peintre devrait traiter une chose qui arrive dans un temps déterminé, non pas suggérer, comme les bandes dessinées, là, toute la série des événements qui ont précédé et qui vont suivre. Deuxièmement, ce que la vue peut découvrir d'une seule œillade. Alors ça, c'est vraiment, ça ne vous donne pas beaucoup de temps. C'est-à-dire, vous êtes supposé être capable de comprendre l'essentiel du tableau en le regardant comme ça d'une seule œillade, ça veut dire d'un seul coup, hein, très directement. Et, troisièmement, ce qui peut se représenter dans l'espace d'un tableau. C'est-à-dire, en plus, il faut que ce que vous voulez suggérer soit tout entier dans le tableau. Qu'il n'y ait pas des choses, tu sais, qu'on peut se poser sur le côté, comme par exemple, s'il avait mis la scène qui est à gauche, là, presque juste l'évoquer un petit peu sur le côté, puis tout, on sera obligé de déduire que tout ça se poursuit à gauche indéfiniment. Hein. Alors, vous voyez, donc, ça devient très sévère, là. Et là, par rapport à ces règles-là, on pourrait dire que le tableau de Poussin était malvenu, enfin, était critiquable, si on veut. Alors, il a été défendu, évidemment, par Charles Lebrun, qui est peut-être le peintre le plus important dans l'Académie. Alors, lui, il défend comme ça, il dit « Il n'en est pas de la peinture comme de l'histoire. » En histoire, c'est un récit, on peut faire une succession, mais en peinture, il dit « On est pris avec un problème particulier. Un historien se fait entendre par un arrangement de paroles et une suite de discours qui forment une image des choses et représente successivement telle action qui lui plaît. Mais le peintre, n'ayant qu'un instant dans lequel il doit prendre la chose qu'il veut figurer sur une toile, il est quelquefois nécessaire qu'il joigne ensemble beaucoup d'incidents qui l'ayant précédé, afin de faire comprendre le sujet qu'il expose. Alors, il essaie de défendre, évidemment, la peinture de Poussin en disant, bien, on est pris, évidemment, on n'a qu'un instant, mais des fois, pour le faire comprendre, pour pas que ce soit complètement obscur ce qui se passe, on est obligé d'évoquer de quelque façon ce qui va suivre ou ce qui va précéder. Comme il dit, un historien qui ne raconterait que la fin de l'histoire. Tu sais. Alors, on l'accuserait de ne pas nous avoir donné assez de détails en avant. Alors, vous voyez, donc, c'était tout un débat au XVIIe siècle ça, sur la durée, en fait. Qu'est-ce qu'on fait avec la peinture? Quelles limites on impose quand un peintre va essayer de faire la durée? Au 18e, ça va être encore plus strict, cette histoire-là. Chez les gens comme Diderot, par exemple, qui vont revenir, qui vont essayer d'expliquer ce qu'il faut faire. Là, évidemment, il n'y a presque plus de souplesse, il n'y a même pas ce qu'on voit là, dans Poussin. Alors, je prends un exemple qui est cité d'ailleurs par Diderot lui-même, un tableau de Carl Van Loo, Le sacrifice d'Iphigénie. Alors, ce que vous voyez, là, la jeune fille en blanc, avec un bonhomme avec un couteau à côté, c'est pas très rassurant. Et surtout, le pire, c'est qu'il y a un type devant elle avec un bassin, là. Hein? C'est pour recueillir son sang. Alors, comme dit Diderot, il dit « Je vois cela et je frémis. Hein? » Autrement dit, dans la façon dont c'est présenté, on a assez d'éléments pour penser que Iphigénie va être sacrifiée et que son sang va être répandu, etc. Et donc, on peut imaginer le reste de l'histoire. C'est-à-dire la façon dont le peintre le présenter est assez claire pour qu'on puisse imaginer la fin de l'histoire. Et en plus, au-dessus, vous avez un espèce d'ange qui se promène dans le ciel avec une biche. Là. Je ne sais pas si vous la voyez, une espèce de petit animal là, qui est ici. Là. Alors, c'est qu'en fait, l'histoire finit bien. Comme souvent ces histoires-là, c'est qu'on va remplacer Iphigénie par la biche, puis on va plutôt sacrifier l'animal que la madame. Hein? Alors là aussi, quelqu'un qui connaît l'histoire, qui a lu ça dans Ovide ou ailleurs, là, il reconnaît un peu ce qui va se passer et il peut donc déduire presque tout le reste de l'histoire.
Alors là, c'est un peintre là, qui suit la même règle que tout à l'heure, mais là de façon très, très stricte. C'est-à-dire, ce qu'on voit, ça se passe dans un instant. On devrait comprendre ça dans une seule œillade, comme ils disent, et on n'a pas besoin de plus de détails que ça. Hein. Chez des théoriciens comme Shaftesbury, c'est la même idée aussi, et lui-même, il est allé pour illustrer cette idée-là, il est allé jusqu'à faire une commande à un artiste. Hein. Alors, ce n'est pas un artiste très, très connu, puis ce n'est pas le tableau que je voudrais avoir dans mon salon, mais en tout cas, c'est Paolo De Matteis, c'est un artiste italien. Vous voyez à peu près les dates là, fin du 17e, 18e siècle. Et ça s'appelle The Choice of Hercules, parce qu'il a travaillé en Angleterre pour faire ce tableau-là. Et le tableau est d'ailleurs conservé à Oxford. Et c'est le dilemme du jeune Hercule. Alors pourquoi c'est Hercule, ce personnage-là, qui a l'air, si vous regardez juste la figure, il a l'air vraiment l'anglais du temps. Là. Alors, mais il est appuyé sur une espèce de massue. Là. En tout cas, Hercule, il a toujours ça. Il a toujours un gros bâton, là, un peu comme on nous présente les Néandertals là, qui se promènent avec ça tout le temps. Alors, mais là, il n'y a vraiment pas le visage de l'emploi, je ne sais pas trop. Alors là, il fait le choix de sa vie. Il y a la vertu d'un côté, puis il y a le vice de l'autre. Alors, la vertu lui montre le chemin abrupt de la bonne vie, puis l'autre, ben, ça n'a pas l'air trop compliqué. Puis, alors, vous avez, là aussi, c'est qu'il fallait choisir, donc, dans la vie d'Hercule, un moment qu'on pouvait représenter dans une seule œillade, encore une seule façon, qui est le choix, entre les deux voies. Puis là, évidemment, c'est toute sa vie qui se définit à ce moment-là. Hein. Alors, voyez un peu que le contexte, enfin, de ce genre, la problématique de ce genre de défi à la peinture quand on veut représenter le temps ou la durée. Alors là, je vais arriver avec mes exemples canadiens. Évidemment, on tombe un peu de haut, là, mais en tout cas, de toute façon, vous allez voir, c'est les mêmes types de problèmes et aussi c'est des façons de les résoudre un peu de la même façon. Alors là, il s'agit d'un ex voto. Alors, vous savez ce que c'est? En fait, en général, c'est un tableau qui est promis si on a une faveur. Vous êtes l'autre fois, je vous en présentais un, là, quand vous êtes en pleine mer, puis le bateau manque de couler, alors vous promettez à Sainte-Anne que si on est sauvé, on va vous faire un tableau, puis on va accrocher ça à Sainte-Anne-de-Beaupré. Hein, c'est là d'ailleurs qu'il est, ce tableau-là. Et c'est connu comme l'ex-voto de Pierre Lemoine d'Iberville. Et en fait, il présente dans le même tableau à la fois ce qui a provoqué l'ex-voto, vous allez voir cette scène-là qui est en arrière, le bateau qui est là, et par ailleurs, le résultat des prières et des promesses de l'équipage qui fait qu'ils ont finalement obtenu ce qu'ils voulaient. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en gros? C'est encore une histoire, rappelez-vous votre histoire du Canada, avec d'Iberville, nous autres, c'était toujours un héros extraordinaire. On l'aimait, on voulait tout être des d'Iberville. C'était pas une bonne idée, mais en tout cas, on était tous identifiés à lui un peu comme dans l'ordre des ordres mots. C'était les héros de notre enfance. Alors, d'Iberville part de Québec, mais il s'en va vers la baie d'Hudson. Et là, ils attaquent des forts anglais qui sont installés dans ce coin-là, dont le Fort Nelson, de manière à récupérer cette région-là, disons, du Québec, pour la France. Hein. Alors, là, donc, c'est ça qu'on présente ici. Et là, ils partent, puis à un moment donné, ils ont un problème, c'est que le vent tombe, et comme leur bateau, évidemment, c'est tous des bateaux à voile, alors ce qu'on représente en arrière, évidemment, c'est tout d'un coup l'arrêt du bateau qui ne peut plus fonctionner, il n'y a pas de vent. Alors là, pour quelqu'un qui va attaquer rapidement un autre, bien, c'est pas très bon. Alors là, sur les bateaux, il y a toujours un curé qui a toujours une bonne idée. Il a dit, si vous faisiez des prières, etc., peut-être que la bonne Sainte-Anne va nous donner du vent. Alors, c'est ça qui arrive. Et, tout d'un coup, le vent se remet à souffler, les gars prient un peu. Puis là, le vent, wow, ça marche. Mais là, la bonne Sainte-Anne se fatigue un peu. Et là, le bateau arrête encore une autre fois. Alors là, le curé en profite et dit, oui, mais il faut faire plus que juste quelques petites prières. Il faut faire un vœu, il faut vous promettiez des affaires, il faut que vous transformiez votre vie. Je me tiens là au confessionnal, vous pouvez passer, etc. Puis demain, on aura la communion. Alors, tu sais, autrement dit, il exploite très bien la situation.
le vent se remet à souffler encore un peu. Puis là, je pense qu'il y a 3 épisodes, vous en je vais vous en passer un. Et là, finalement, bon, ils attaquent le fort Nelson en question. Et là, il y a un échange de documents. C'est-à-dire que les Français font des conditions de capitulation, hein, dans lesquelles ils disent, bon, vous vous rendez, vous nous donnez vos armes, on occupe maintenant le fort, puis vous partez de là, etc. Et par ailleurs, bien, il y a un document qui accepte ou pas, de la part des Anglais, les conditions qu'on leur impose. Hein. Alors, c'est un peu ça qui a représenté ici au premier plan. On voit d'Iberville remerciant Sainte-Anne en leur tenant dans ses mains les documents en question, en disant « c'est réglé, merci beaucoup ». Alors, pourquoi c'est Sainte-Anne? C'est que, tu sais, c'est vraiment la façon de la représenter au point de vue iconographique, on appelle ça l'éducation de la Vierge. Tu sais. Sainte-Anne est toujours représentée avec un petit livre, là, elle est en train d'apprendre à lire à la Sainte Vierge. Puis là, la Vierge tend la main vers d'Iberville pour dire bon, très bien, c'est nous qui... Évidemment, c'est l'intervention de Dieu qui a fait que le vent s'est mis à souffler, etc., puis qu'ils ont gagné leur bataille. Hein? Alors, vous comprenez comment c'est disposé. Alors, autrement dit, ce qui est dans le fond du tableau, c'est une chose qui s'est passée avant. Hein? Et ce qui est au premier plan, c'est ce qui est le résultat des prières, etc. Alors, donc là, vraiment, on a une structure narrative, en fait, dans cette chose-là. Un peu comme ma bande dessinée ou un peu comme le tableau de Poussin. Hein? C'est-à-dire qu'on voit dans le même tableau 2 épisodes qui sont passés à des temps différents. Hein? En plus de ça, un des problèmes qu'on a eu aussi au point de vue, disons, documentaire, c'est que ce tableau-là, normalement, dans les documents écrits à Sainte-Anne-de-Beaupré, on a des indications qu'un tableau a été donné ou a été payé pour telle somme d'argent. Dans ce cas-là, il n'y en a pas. Tout ce qu'il y a un nommé Guignon, qui est probablement un de mes ancêtres. Je sais pas, bon, on a arrangé ça depuis, là, le Guignon, c'est pas bien bon. Alors, et là, qui promet une messe. Tu sais, alors, est-ce qu'ils ont donné en même temps le tableau? Est-ce que le tableau a été fait en France, ce qui est très possible, parce qu'il a l'air d'un style un peu élaboré. Alors, il aurait été fait en France, apporté, et il est donné comme 2 ans après l'événement. Donc, ça expliquerait aussi cette présentation-là. Alors là, vous avez c'est un cas, disons, où on pourrait dire que qui correspondrait un petit peu à l'époque de Poussin ou du 17e siècle. L'autre cas que j'avais à vous présenter, c'est plus près de nous dans le temps, donc plus contemporain de Diderot. Là, au contraire, où le peintre Henri Beau a tenté de représenter un événement là, qui se passe dans l'instant, si on peut dire. Hein. C'est le fameux tableau sur la déportation des Acadiens, là, qui est à Moncton, et alors dans lequel vous voyez Évangéline au milieu avec son père, là, et ensuite les soldats qui commencent à séparer les familles. Tiens, on en envoie un qui met la main sur l'épaule du bonhomme, et sa femme est devant lui en train de pleurer, etc. Alors, donc, ils sont en train de séparer les hommes et les femmes, puis laisser les femmes avec les vieillards, puis les enfants sur la plage, puis amener juste les hommes. Tout ça est supposé se passer à Grand Prix, si je me souviens, sauf que quand on regarde le paysage qui est là, ça n'a rien à voir avec le paysage de la région. Et la raison, c'est que Henri Beau a peint ce tableau-là en France. Hein? Alors là, il ne se souvenait pas exactement, puis il s'est dit, les Français, qu'est-ce qu'ils vont comprendre là-dedans? Ça n'a aucune importance. Il faut leur mettre un paysage à la canadienne en arrière, puis là, je vais représenter l'événement. Alors là, dans ce cas-là, ici, au contraire, vous avez un moment crucial de l'histoire de la déportation des Acadiens qui se passe, on pourrait dire, dans un instant seulement. Mais l'instant bien choisi, il suffit qu'on connaisse un petit peu l'histoire pour reconnaître un peu ce qui se passe. On voit les bateaux qui les attendent en arrière, puis les gens qui sont séparés, puis au premier plan, les femmes, les vieillards et les enfants. Hein. Alors là, ça correspondrait davantage à ce que demandait Diderot, là, le choix d'Hercule, trouver un moment qui soit prégnant d'une certaine manière, et à partir de là, d'être capable d'évoquer tout le reste. Alors ça, c'est, disons, quand on pose le problème très, très directement de la représentation du temps, je dirais. Mais ensuite, on pourrait se demander, est-ce qu'il y aurait une autre façon de parler plutôt de la durée? Et ce n'est pas exactement la même chose. Hein? Dans le temps, vous avez certainement cette idée de succession de moments ou d'instants qui se suivent. La durée, on peut penser à une permanence, on peut penser à quelque chose qui s'étend, hein, qui n'est pas
qui dure, justement, c'est comme le mot l'indique, et qui serait moins narrative que la représentation du temps, hein, dans laquelle on aurait une présentation plutôt de quelque chose et qui, comme ça, dure pendant très longtemps, plutôt qu'une histoire, un récit qu'on essaye d'élaborer. Hein. Et là, je pense qu'il y a deux domaines, et c'est là-dessus surtout que je vais insister, dans lesquels on pourrait dire on a cette façon de voir, la durée plutôt que le temps. Il y a le domaine du portrait et il y a le domaine de la transposition de la musique, qui est l'art du temps par excellence, en peinture. Hein? Alors, vous allez voir, enfin, je pense qu'on peut élaborer de ces deux façons-là. Première chose, donc, le portrait. Je parle avec... le portrait de Louis XIV, on ne peut pas se tromper avec ça. Un peint et l'autre en sculpture. Vous allez voir pourquoi. C'est que le portrait, c'est une façon de présenter quelqu'un, évidemment. Et le portrait est fait, lui, dans un instant, mais après, il dure autant que le tableau va durer. Et donc, il vous le rend présent, ce personnage-là, même plus tard, après qu'il a été peint, et même après sa mort, et même peut-être très longtemps après sa mort, on a encore un souvenir ensemble de ce personnage-là grâce à son portrait. Hein. Et ça, c'était une chose qui était défendue par des théoriciens de la Renaissance, cette idée-là merveilleuse que la peinture pouvait faire ça. Et par exemple, Alberti, il disait ça, il dit la peinture a une force tout à fait divine. Hein. Il écrit ça en latin, là, mais vim ad modum divinum. Alors, ça veut dire une force comme de Dieu qui lui permet de rendre présent, comme on le dit, de l'amitié. Hein. C'est vrai qu'un ami, il peut être présent même si on ne le voit pas. Hein. On peut l'avoir dans sa tête. Alors, il dit la peinture peut faire la même chose. Ceux qui sont absents, mais aussi de montrer après plusieurs siècles les morts aux vivants, de façon à les faire reconnaître pour le plus grand plaisir de ceux qui regardent, dans la plus grande admiration pour l'artiste aussi en même temps, qui a pu nous conserver comme ça l'image de ce personnage. Et là, il y avait une discussion entre peintres et sculpteurs autour de ça, parce que les sculpteurs disaient, nous autres, notre matériel est beaucoup plus durable que votre peinture, et donc, d'une certaine façon, on a un moyen supérieur au vôtre pour garder le souvenir des gens comme ça. C'est pour ça, disons, la fameuse sculpture de Bernini qui représente Louis XIV aussi, on pourrait dire, elle va passer dans le temps, tandis que le tableau, bien, il va peut-être être abîmé ou il va arriver quelque chose, il va être un peu défait avec le temps. Et Léonard de Vinci connaissait cette espèce d'opposition qu'on faisait entre les deux. Il avait réglé ça de cette façon. Il dit, oui, il dit, la sculpture dure plus longtemps, mais il dit, votre perfection vient de la matière et non pas de l'idée du peintre. Hein? Ça, c'est... Léonard défend tout le temps la peinture, évidemment, dans des circonstances comme ça. Alors, il y a un cas particulier, vous allez voir, parce que là, on va voir justement les limites de la peinture, comme la peinture de portrait, dans ce sens-là. Il y a un cas particulier au Canada qui a été bien étudié et que je vais essayer de vous reconstituer. Alors, il s'agit des portraits de Marguerite Bourgeois. Je sais pas si vous avez un peu lu là-dessus. En tout cas, vous allez voir, je vais vous reconstituer ça. Donc, on avait, chez les sœurs de la congrégation, on avait ce portrait de Marguerite Bourgeois, qui était évidemment très vénéré, parce que c'était le portrait de la fondatrice. Hein? Et on le conservait comme ça très, très précieusement. Jusque vers les années 60, on a commencé à avoir des doutes sur l'authenticité du portrait. Et le bonhomme qui a soulevé le problème, c'est Jean Palardy. Hein? Palardy, vous connaissez, c'est le bonhomme qui a fait le gros livre là, sur les meubles anciens du Québec, etc. En tout cas, c'est un personnage qui est très coloré, intéressant, qui s'est mêlé aussi de reconstituer à Louisbourg. Enfin, il est très impliqué dans tout ce qui touchait cette période-là. Et Palardy a dit aux sœurs, il dit, ça me surprend, il dit, cette espèce de visage un peu mièvre, là, etc. Il dit, ça ne peut pas être une peinture du XVIIe siècle. Il dit, qui serait dans cette facture-là. Alors, probablement, il dit, ça a été repeint, et il dit, je serais curieux de savoir qu'est-ce qu'il y a au fond du tableau. C'est-à-dire que derrière les repeints, qu'est-ce qu'on va trouver et quelle sorte de visage qui est là. Hein?
Alors là, le problème pour les sœurs est le suivant, c'est que, OK, disons qu'on fait restaurer ce tableau-là, on commence à gratter un peu ce qu'on voit là, mais s'il y a rien en arrière, on perd la fondatrice, on n'a plus d'image. Alors, ils hésitent, ils ne savent pas trop, est-ce qu'on va faire? Alors, il y en a qui défendent, ils disent, c'est mieux d'avoir une image authentique oui, d'avoir rien plutôt qu'une image fausse. Hein? Alors là, puis d'autres disent, ben non, mais c'est tout ce qu'on a, faisons attention, etc. Hein? Et là, ce qui arrive, c'est qu'il demande à un peintre de faire une copie de ce tableau-là, parce que, vous leur dites, comment ça se fait que j'ai le tableau avant restauration? C'est qu'en fait, le tableau qui est là, que je vous montre, a été fait par Jory Smith. Et Jory Smith, c'est la femme de Palardy, hein, qui est peintre. Alors, c'est elle qui a fait une copie, et on peut le conserver. Donc, on peut comparer, vous allez voir, la copie avec le tableau authentique, parce que, je ne devrais pas vous dire ça, je devrais maintenir mon suspense jusqu'à la fin, mais vous allez voir. Alors là, donc, les sœurs finissent par décider, oui, on va faire restaurer le tableau, on va essayer de voir. Et là, ils contactent un bonhomme de New York qui s'appelle Korani, qui est un restaurateur. Alors ça, c'est des gens qui ils partent avec ce qu'on leur donne, là, puis ils commencent à examiner le tableau, faire des... Alors la première chose qu'il fait, il fait une radiographie du tableau. Hein? Et là, il constate une chose qui rend l'affaire encore un peu plus compliquée, c'est que les gens qui ont fait des repeints dans le tableau, probablement des bonnes sœurs bien intentionnées, c'est sûr. Personne ne voulait faire quelque chose de pas correct, mais en tout cas, on trouvait que le premier tableau n'était pas bien les chars, ou en tout cas, il n'était pas formidable. Puis, avec le temps, il commençait à s'user, alors il fallait le réparer ici, réparer là. Tu sais, imaginez en fait ce que ça peut. Là, on constate que les repeints ont été faits au blanc de plomb. Or, le blanc de plomb est impénétrable au rayon X. Hein? Autrement dit, là, le restaurateur leur dit, je ne sais pas, derrière le visage qui est là, s'il y en a un autre, c'est pas clair. La seule chose qui était un peu curieuse et qui faisait soupçonner qu'il y a un autre tableau derrière, c'est que vous avez deux lignes d'épaule. Vous avez l'épaule qui descend ici, tout à coup, il y en a un autre là, qui apparaît. Hein? Je ne sais pas si vous la voyez. Alors là, il dit, il y a probablement quelque chose, mais si le visage était tellement détruit qu'on l'a tout gratté puis on en a fait un nouveau, bien là, vous allez avoir des épaules authentiques, mais vous n'aurez plus de visage. Là, à un moment donné, ils prennent d'autres photographies, toujours des rayons X, et là, ils découvrent qu'il y a une paire de mains ici qui n'est pas comme dans le tableau. Tu sais, si je recule... Ah non, attends un peu. Si je recule... vous voyez comment les mains sont disposées, tandis que si vous regardez cette... ici, ils sont comme ça. Hein? Alors là aussi, nouvelle idée que probablement il doit y avoir quelque chose derrière. Et là, là, les sœurs sont convaincues qu'il faut continuer. Puis là, évidemment, ce qui arrive, c'est qu'ils découvrent tout d'un coup qu'il y a deux visages. Hein? Alors, ça, c'est comme la restauration à peu près à moitié faite. Hein? Alors, à gauche, vous voyez le visage ancien, puis à droite, c'est le reste là, de notre visage restauré. Là, hein? Alors, on voit que les repeints ont été très importants. Là. Il ne s'agit pas simplement de quelqu'un qui a retouché un peu le tableau. Hein? Là, c'est vraiment des repeints très, très importants. Vous voyez, même la figure n'est pas exactement au même endroit, etc. Alors, ça veut dire... Et c'est pour ça, justement, qu'il y avait vu 3 couches de blanc de plomb, parce qu'ils ont dû couvrir ça complètement de blanc de plomb, puis refaire un nouveau visage, tout ça. Probablement parce qu'ils trouvaient que le visage ancien était pas bien bon, ou en tout cas, ne rendait pas justice à leur fondatrice, et ils en ont créé comme ça un complètement imaginaire. Alors, si vous revenez à mon problème de tout à l'heure, de savoir que le tableau est merveilleux parce qu'il nous garde le souvenir du passé, etc. Il nous permet même, après plusieurs siècles, de revoir comment étaient les personnes. Oui, à la condition qu'on n'y touche pas, à la condition qu'on ne le transforme pas en chemin. Alors, on voit que c'est une espèce d'ambiguïté intéressante, enfin, une intervention de la durée ou du temps dans la conservation même du tableau qu'on ne pourrait pas prévoir. Alors là, Korani était content de son coup parce que là, il voyait qu'il pouvait dégager. Alors, à la fin, ils ont obtenu ce tableau-là où c'était vraiment l'arrière-plan qui était le plus détruit. Hein? Alors, la figure était à peu près convenable. Vous voyez les mains, là, comment est-ce qu'ils étaient. Et vous voyez aussi la courbe de l'épaule, qui est beaucoup plus directe, comme s'ils voyaient dans ces... Alors, ça, avec ça, c'est facile à restaurer à ce moment-là.
et ils l'ont restauré, puis c'est comme ça qu'il a l'air maintenant. Hein. Alors, ça représente la mère Bourgeois, mais il s'agit d'un portrait posthume, c'est-à-dire c'est un portrait qui a été fait à la mort de la religieuse. Hein? Parce que les religieuses sont humbles, hein, ils ne veulent pas se faire portraiturer de leur vivant, mais quand ils sont morts, ils ne peuvent plus dire un mot. Alors là, la communauté fait venir un peintre, et le peintre en question, c'est Pierre Lebert, qui est probablement, ce qu'on connaît très peu d'œuvres de lui, mais ce qu'on connaît, c'est un peintre naïf un peu. C'est-à-dire, ce n'est pas un peintre qui a eu une grande... qui n'est pas allé en Europe pour apprendre la peinture, des choses comme ça. Il s'était un peu improvisé comme tel. Et là, il a fait, en fait, un tableau merveilleux. C'est beaucoup plus intéressant que l'espèce de truc à l'eau de rose qu'on avait au départ. Hein. Alors, mais on comprend qu'à un certain moment, les religieuses, le goût changeant, ont dû trouver ce tableau-là naïf et un peu idiot, un peu, c'est pas vraiment réaliste comme il devrait. Et on voit même, il y a des mandements des évêques, à un moment donné, Monseigneur Bourget fait ça, on devrait retirer des églises des caricatures. Ben, les caricatures, c'était ça. C'était des tableaux plus naïfs, plus anciens, qui étaient faits par des peintres amateurs et qu'on considérait tout d'un coup comme quelque chose de négatif. Hein. Alors là, au contraire, et là maintenant, ben, quand vous allez à la chapelle de Bon-Secours, là, vous avez dans un petit endroit où on peut voir le tableau, il est sous verre, comme la Joconde, etc. Il n'est pas question de le voler. Puis il y en a un autre à gauche, qui n'est pas le tableau que je vous montrais tout à l'heure, qui est fait à partir d'une gravure et qui représenterait la même Marguerite Bourgeois, mais beaucoup plus jeune. Et cette gravure-là, on ne sait pas trop d'où ça vient. On s'est attribué à un monsieur Simoneau, qui est supposé être, avec des dates très anciennes, là. Alors, puis on dit que ça aurait été fait après sa mort. Alors là, on est dans le plus vague. Là. On ne sait pas trop, en fait, de quoi il s'agit. Mais, alors, dans la chapelle, on a les deux tableaux. On a une copie à partir de cette gravure, puis le tableau authentique de Marguerite Bourgeois. Hein. Alors, c'est un cas intéressant, en fait, cette espèce de transmission dans le temps, mais en même temps, c'est un peu troublant. C'est-à-dire qu'on réalise d'un coup que si vous faites durer votre tableau très longtemps, bien, il risque aussi d'être fait, il risque d'être peint, etc. Bon. Évidemment, et là, donc, l'image qu'on a de la personne en question elle peut être fausse. Elle peut avoir aucun rapport avec la réalité, hein, comme c'était le cas ici. Alors, puis ensuite, le fait que c'est un portrait posthume, ça explique aussi à la fois son geste, ça veut dire qu'elle est couchée dans une tombe et qu'elle a les mains comme ça, puis aussi les yeux mi-clos, hein, comme... si je reviens en arrière, c'est ça. Elle a les yeux à moitié fermés et un geste comme ça. Elle était vraiment peinte à ce moment-là. Et on a des témoignages du temps de M. Glandelet, là, qui a écrit une vie de Marguerite Bourgeois, qui raconte comment ça s'est passé. Alors, il dit Pierre Lebert a été sollicité. Il vient une journée après qu'elle est morte. Et c'est lui qui est supposé faire le tableau. Puis là, d'un coup, il est pris, dit-il, d'un énorme mal de tête, il ne peut plus continuer. Là, il y a une sœur qui pense à une affaire. Elle dit, elle va chercher, je dis, j'allais prendre quelques cheveux de notre mère, c'est-à-dire donc de Marguerite Bourgeois, et les donner à Pierre Lebert, qui la posa en dessous de sa perruque, et le mal de tête disparut, et il put finir son tableau. Merveilleux, ça. OK. Alors là, si vous vous rapprochez plus dans le temps, on pourrait dire la façon d'être sûr de l'authenticité du tableau, des fois, je pensais à un tableau par exemple, comme celui-là, à une représentation de Sir Wilfrid Laurier, d'ailleurs par ni plus ni moins que César Côté, donc c'est intéressant, c'est une espèce de tableau atomiste, hein. Plus vous éloignez la figure, plus on est dans les atomes, là. C'est assez curieux comme affaire. Et il est conservé au musée Laurier, là, en Arthabasca. Et là, évidemment, quand on se rapproche du temps, on a souvent l'impression qu'on peut vérifier l'authenticité de la figure ici. Est-ce que c'est une bonne représentation? Parce qu'on a des photographies. Hein? Alors, et là, la confrontation avec la photographie semble pouvoir régler le problème complètement. Hein? La photographie est toujours authentique, elle est prise devant le sujet. Et d'ailleurs, on peut soupçonner aussi que
sur son côté, se soit inspiré d'une photo pour faire son portrait. Hein. Il n'est pas nécessaire qu'il ait été devant le modèle lui-même, qui était occupé à d'autres choses. Enfin, il y avait des élections, il y avait toutes sortes d'affaires. Alors, Wilfrid Laurier pouvait être transporté comme ça. Et effectivement, on a plusieurs exemples de collaboration comme ça entre photographie et peinture au fur et à mesure qu'on avance dans le temps. Hein. Un autre exemple merveilleux de ça, c'est un tableau d'Ozias Leduc, qui s'appelle Madame la Bonté, et qui est inspiré de la photo que vous voyez à droite. Hein. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le duc était en train de travailler à cette merveilleuse, enfin, son dernier grand chef-d'œuvre à l'église Notre-Dame de la Présentation à Shawinigan. D'ailleurs, c'est maintenant très bien organisé, là, les visites, tout ça, ça vaut la peine d'être vu, ça. Et là, il y a un habitant, quelqu'un, un citoyen de Shawinigan, qui entend parler qu'il y a un peintre qui est là, qui est en train de travailler, un peintre connu, Ozias Leduc, et qui dit « Vous ne feriez pas le portrait de ma mère? Hein? » Alors, il s'appelle, lui, Loranger. Alors, vous allez voir pourquoi ça s'appelle Madame la Bonté, finalement. Mais il dit je vais vous fournir, elle est morte maintenant, mais j'ai des photos, je vais vous fournir une photo, puis vous ne pourriez pas faire à partir de cette photo-là un portrait de ma mère. » Alors là, le duc est occupé par d'autres choses. Évidemment, il fait tout un décor dans l'église. Et il dit, j'ai mon assistante ici, Gabrielle Messier, qui peut très bien faire ça. Elle va vous faire votre tableau, puis quand il sera fini, on vous appelle. Alors, on appelle le bonhomme. Et lui est un photographe. Ah oui, ça, c'est intéressant, parce que lui, il sait qu'est-ce que c'est qu'une image réaliste. Hein? Il est un photographe. Alors, il voit le tableau, puis il dit, c'est pas bon. C'est trop artistique, entre guillemets. Alors, le duc dit, bah, très bien, je vais retoucher le travail de mon élève, puis vous allez voir, ça va être correct. Il revient, trop artistique encore, puis il refuse le tableau. Alors, le duc est pris avec ce portrait-là, il ne sait pas trop quoi faire avec. Il le ramène avec lui à Saint-Hilaire, et là, il transforme, il l'appelle Madame la Bonté, et il finit par le vendre au musée, là, où il est maintenant, au Musée national des beaux-arts à Québec, un peu plus tard, en fait, je crois 5-6 ans après, il finit par le vendre comme une Madame la Bonté, qui est en fait une Madame d'Oranger, qui n'a jamais existé comme telle. Hein. Ce qui est arrivé, je pense, c'est ce que le duc a voulu faire. Il a voulu suggérer non seulement les traits physiques de son personnage, comme la photo le révélait, mais de suggérer aussi son caractère moral. Hein. C'est-à-dire, il la voyait comme une dame très bonne, très gentille. Alors, il voulait suggérer aussi cette dimension-là. Mais là, l'imbécile, le commanditaire, parce qu'il a perdu ça. C'était pas une bien bonne idée de refuser un tableau d'Ozias Leduc. Ça vaut pas mal d'argent maintenant. De toute façon, lui qui s'est attaché juste au caractère extérieur de sa mère, ben, il n'a pas vu enfin, l'intention de... Par exemple, il dit oh, les yeux sont trop grands, etc. Bon, mais c'est parce que pour le duc, c'était une façon de suggérer aussi des dimensions plus personnelles du personnage. Hein, vous comprenez? Évidemment, le bonhomme qui a réfléchi le plus sur ce caractère particulier de la photographie, c'est Roland Barthes. Hein. Je ne sais pas si ça vaut la peine d'être lu. Ça s'appelle La Chambre claire, son livre. Hein, au lieu de la chambre obscure, plutôt la chambre noire. La Chambre claire. Et la thèse de Barthes, c'est que la photographie a une force d'authentification extraordinaire. C'est-à-dire que vous avez beau dire tout ce que vous voudrez, une photographie, c'est quelque chose qui peut-être n'est plus, mais certainement qui a été, hein, ce qu'on voit. Et il y a deux limites à ce qu'il dit, à mon sens, c'est qu'il y a des photos qui sont très construites, hein, dans lesquelles le photographe intervient et fait poser les gens, dit, bon, mettez-vous là, faites ci, faites ça, qui arrange beaucoup l'image. Alors, à ce moment-là, d'accord, ça a été fait sur place, il y a un photographe qui était là, c'est authentique, mais c'est aussi très codé. Hein? Ça, c'est un cas. Et l'autre cas, c'est le trucage. Et quand Barthes écrit ça en 1980, il n'y a pas de Photoshop encore, il n'y a pas d'affaires comme ça, mais maintenant, on a l'impression qu'il peut faire n'importe quoi avec la photographie, avec une liberté aussi grande que la peinture. Tu sais. Et là, donc, ce caractère d'authenticité très fort, maintenant, commence à être un petit peu plus ambigu. Hein. Je vous illustre ça, par exemple. Alors, là, Barthes donne cet exemple-là comme étant la preuve de sa thèse, c'est-à-dire que la photo nous met en contact avec, directement, un individu comme si on y était. Il y a une force d'authenticité telle qu'on est avec Baudelaire.
Et c'est une photo, Nadar a fait plusieurs photos de Baudelaire, mais celle-là est peut-être un peu moins connue, et surtout, c'est une des toutes premières qu'il ait faites. Alors, Baudelaire est assis dans une chaise qui appartenait au photographe, là, et il est en train de rêver un peu. Et là, l'impression qu'on a quand on voit cette photo ancienne, 1855, on est vraiment au début de la photographie, on a l'impression qu'il y a une espèce d'émanation qui sort de la photo et qui nous met en contact avec Baudelaire lui-même. Hein? Alors ça serait donc l'exemple majeur de l'authenticité de la photo. Hein? Comment est-ce qu'elle nous met en contact avec la chose. Par contre, une photo comme celle-là, qui représente Riopelle, fait par un très, très célèbre photographe canadien, là, Youssouf Karsh, à mon sens, c'est une photo très, très travaillée, ça, dans laquelle on a l'intervention du photographe est très forte. Et là, on peut faire une distinction entre ce qui serait dénoté dans la photo et ce qui serait connoté dans la photo. Alors, c'est quoi? La dénotation, c'est le sujet, c'est-à-dire c'est Riopelle, hein, qui est présenté là, en arrière, là, dans le fond de l'image. Mais les connotations, c'est toutes les manipulations que le photographe a fait pour nous donner, soi-disant, enfin, une vue de Riopelle qui correspondrait à ce qu'il est. Hein. Alors, par exemple, au premier plan, on a des dessins, puis on a une sculpture. Alors, il veut nous présenter justement que Riopelle est un artiste, qui est pas... Il ne le représente pas en train de travailler à son chevalet, qui aurait été une façon facile de représenter ça. Il veut nous donner une chose plus intime, si on veut. Et le personnage est situé un peu dans le fond de l'image, et au-dessus de lui, il y a une lucarne qui est ouverte. Alors, donc, c'est l'inspiration un peu. Hein? C'est Riopelle en train de penser au prochain tableau, à la prochaine sculpture. Il est représenté là, non pas en train de travailler, mais en train de penser. Et on pourrait dire même la fameuse cigarette avec la fumée, c'est presque une vue, une façon presque physique de représenter cette inspiration là, qui sort de son imagination. Alors là, quand vous avez les connotations de ce type-là, vous avez une espèce... Le photographe vous passe une théorie là, sur ce qu'il croit être la peinture, les conditions de la peinture. Il tombe mal avec Riopelle, avec cette histoire-là. Riopelle, c'est le hasard absolu. Hein? On part sans savoir où on va. Il n'y a pas d'idée préconçue avant le tableau. Ça se construit sous vos yeux. Puis peu à peu, bien, vous faites les corrections au fur et à mesure. Vous pouvez jeter le tableau à la fin s'il n'est pas bon. Vous pouvez le conserver jusqu'à la fin. Hein? Alors, l'image que Karsh suggère ici, ce serait exactement l'inverse. C'est que tout serait pensé d'avance, soit très planifié, etc. Puis après, on ne fait qu'exécuter le tableau. Hein? Mais dans le cas de Riopelle, c'est pas une bonne idée. C'est l'inverse, en fait. C'est la théorie des automatismes. Un peu, on part sans idée préconçue et le tableau se construit devant vous peu à peu. Vous pouvez à la fin voir, même lui donner un titre, si on veut, mais il n'y a pas de titre, il n'y a pas de programme qui prépare le tableau. Hein? En tout cas, alors là, vous voyez, donc ça, c'est une des limites de la photographie, à mon sens, c'est quand le photographe intervient trop et se met à faire tellement de connotations dans son image que là, c'est lui qui contrôle. Il y a des codes culturels, là, comme l'inspiration qui vient d'en haut. Il y a toutes sortes de motifs comme ça qui sont utilisés et qui fait que, oui, c'est une chose qui a été faite dans l'instant, mais de l'autre côté, c'est un peu travaillé, un peu construit. Et donc, là aussi, on peut dire c'est comme une peinture. En fait, elle perd ce caractère d'authenticité qu'on avait dans la photo de Baudelaire, là, où on a juste le personnage avec aucune connotation particulière. C'est juste lui. Et l'autre problème, c'est celui du trucage. Hein? Et Barthes lui-même parle de cette photo en particulier, qui représente un sénateur qui s'appelait Millard Tydings, et qui est en conversation avec le leader communiste du temps, M. Hellbore. Et alors, on voit, il y en a qui sont tous les deux. Alors, il s'agit en fait d'une photo truquée. Et remarquez la date, je l'ai-tu mis? Ah non, 1951. Ça, c'est très important. Pourquoi? C'est le temps de McCarthy, ça, aux États-Unis. Alors, d'être pris en photo en train de discuter avec un leader du Parti communiste, c'est la meilleure façon de perdre votre siège. Hein? Et il paraît que la photo a été publiée dans les journaux, telle qu'elle, a valu, en fait, la démission de ce sénateur-là. Il n'a pas pu être élu. Les gens ils ont dit, il parle avec les communistes, untrustable.
Hein? Alors, ça finit là. Mais en fait, la photo est truquée. C'est-à-dire que c'est vraiment ces deux photos prises à des temps très différents et collés l'un à côté de l'autre, comme ça, puis donnant l'impression, en fait, vraiment d'une conversation. Il y en a un qui a l'air de penser un peu ce qu'il va dire, puis qui est en train de parler, puis l'autre a l'air d'écouter. Hein? Donc, c'était bien fait, si on veut, comme trucage, même avec les moyens du temps. Mais aujourd'hui, on peut faire beaucoup plus. Et il y a une fameuse photo de Fidel Castro qu'on pense avoir été aussi faite de cette façon-là. Hein? C'est un... Alors, il est avec Mme Cristina Kirchner, qui est la présidente de l'Argentine, qui visite Castro, ça c'est, je pense, en 1999, en fait, qui est très malade et très âgé. Et là, on le représente debout, avec une tête un peu plus jeune qu'il avait à l'époque. Et surtout, il paraît que Mme Kirchner est plus courte que ça aussi. Alors là, ils sont à peu près de... Castro est un peu plus grand, mais... Et alors, il s'appuie sur sa main, tout ça, c'est très bien. Mais on aurait donc, non seulement la photo a été produite par les services de Castro avec aucun autre témoin, et en plus, quand la photo a été prise, les autres journalistes n'avaient pas le droit d'être là. Et troisièmement, ça a pris 3 jours avant qu'on se mette à diffuser cette photo-là. Et on croit que la raison de ça, c'était qu'on voulait donner l'idée que Castro était en relativement bonne santé et qu'il allait pouvoir diriger le pays encore un bout de temps avant que son frère prenne le dessus. Récemment, j'ai vécu, moi personnellement, cette histoire de trucage de photos. Je vais vous montrer ça. Ah oui, ça, c'est des photos de Castro plus vivants, là, comme on les attendait. Mais ce que je vais vous montrer, c'est ça. C'est que ça vient de se passer. Hein? C'est Concordia qui a eu des problèmes avec ses recteurs. Il y en avait 2, là. On décidait de faire une photo pour se vanter un peu de ce qui se passait. Alors, il paraît qu'on serait 6 cette année à avoir reçu des médailles. Ça, je me promène toujours avec mes médailles ou des prix, des choses comme ça. Alors, ils nous ont photographié comme ça. En fait, ça a l'air d'une photo de groupe, là, alors, vous en connaissez peut-être certains. Vous avez votre humble serviteur à gauche, là, mais après, c'est Gabor Selassie, c'est un photographe très important, très célèbre. Madame Sullivan, Françoise Sullivan, c'est une qui a signé le refus global, etc. Et à côté d'elle, Christopher Jackson, peut-être que vous connaissez moins. En fait, c'est un musicien, ça. C'est un gars qui dirige un groupe, un orchestre dans lequel on fait de la musique ancienne. Enfin. Et ensuite, finalement, les 2 dames du coin, c'est Raymond April et Geneviève Cadieux, 2 photographes importantes d'aujourd'hui. Hein. Mais cette photo-là, qui a l'air d'une photo de groupe, est en fait faite de la façon suivante. J'y étais là, alors je sais comment ce qui a procédé. On était là 2 heures de temps. On n'était jamais en groupe comme ça. On était photographiés un par un. Dans toutes sortes de positions, ils m'ont demandé de faire le fou, etc. C'est bon pour ça. Alors, étendez vos bras, etc. Et là, il y a toute une série de photos comme ça de chacun. Il y a même des fois, on nous met en petits groupes, 2 ensemble, 3. Faites hugging, serrez-vous comme ça. Et là, d'ailleurs, j'ai vu à un moment donné une photo qui précède juste celle-là. Et si vous regardez comme il faut, il y a une drôle de... Tu vois? Dans ce coin-là. Alors, ça, c'est une étape avant. Ça a été corrigé depuis. Hein? Puisque ce qu'on voit maintenant, c'est plutôt ça. Et là, ce qui arrive, donc, c'est après, quand ces photos individuelles sont faites, le photographe, lui, en studio, je ne sais pas quoi, ou devant son écran de télévision ou de computer, réussit à coller les personnages comme il veut, à les organiser, à les agrandir ou les rapetisser, etc. Et donc, on donne l'impression d'une photo de groupe, mais ça n'a pas du tout été fait comme ça. Hein? Alors, je m'excuse. Je vais finir l'auto-encensement. C'est assez. On va passer à notre dernier sujet, qui est celui de la musique. Alors, comment est-ce qu'on transpose la musique en peinture? Et là aussi, en tout cas, c'est un problème qui touche le temps aussi, parce que la musique, par excellence, ça a été toujours vu comme l'art du temps. Hein? C'est l'art dans lequel vous ne pouvez pas faire de musique sans prendre un certain temps, une certaine durée. Hein?
Alors, les peintres ont été tentés d'essayer de transposer ça aussi dans des tableaux, d'essayer de faire donc des impressions musicales à partir de ce qu'on avait. Alors, une façon un peu simple de faire ça, c'était de représenter des musiciens en train de jouer. Alors ça, on a quelques exemples de ça. En fait, Plamondon a fait ce flûtiste, et je pense qu'il y en a 5 versions, où ils ont les jambes de plus en plus longues. Il était un peu bizarre, là, comment son anatomie, mais il est en train de jouer de la flûte, et c'est un de ses étudiants, et donc qui connaît bien M. Allary, avec lequel donc il y a des rapports directs. Et là, OK, on peut dire, ça représente là ce qu'un peintre peut faire avec la musique, c'est-à-dire représenter un musicien. On n'entend pas de musique, évidemment, on n'a pas de transposition de la musique comme telle, mais on voit en tout cas quelqu'un qui est en train de jouer, puis on peut imaginer que ça va durer un peu de temps, en tout cas. Et regardez dans une veine un peu plus récente, ce beau tableau de Holgate, qui représente une violoncelliste, une Madame Lamontagne, qui a enseigné d'ailleurs à Vincent d'Indy pendant un bout de temps, puis aussi à McGill. Et alors là, elle est dans son salon, j'imagine. Enfin, il y a un tableau sur le mur, il y a un beau tapis par terre. Et là aussi, ce qui est important, c'est le violoncelle qui est au premier plan. Et là, avec l'idée, ben, en voyant le musicien en train de jouer, on peut imaginer un peu la musique. Hein. Ce qui est intéressant ici, c'est que justement, Holgate ne fait pas trop de concessions sur l'atmosphère ou des choses comme ça. Regardez, si vous le mettez en parallèle avec quelqu'un qui traite exactement le même sujet, mais qui est un peintre américain qui s'appelle De Camp, dans lequel, là, au contraire, en fait, toute l'atmosphère un peu vaporeuse autour, là, c'est un peintre qui appartenait à une école qu'on appelle le luminisme, et donc pour qui les effets lumineux sont importants. Alors là, il fait une image un peu romantique de ça, mais moins convaincante, finalement, au point de vue, disons, de la structure musicale comme telle, que le tableau d'Holgate. Hein, parce qu'il nous perd avec toutes ces espèces d'évocations un peu vaporeuses de son personnage. C'est en effet, d'ailleurs, De Camp a fait une spécialité de ça. En fait, il y a un guitariste, il y a un violoniste, il y a un joueur de violoncelle. En tout cas, il a dû faire un peu d'argent avec ce système-là. Hein. Alors ça, c'était une première solution pour la musique, c'est-à-dire de représenter des musiciens en train de jouer. Mais à un moment donné, on est tenté par d'autres choses, c'est-à-dire qu'on voudrait évoquer, d'une certaine façon, une pièce musicale comme telle. Hein? Et ça va se faire de deux façons. Vous allez voir, il y a des peintres qui vont le faire de façon, j'allais dire, figurative, mais aussi ça va donner la porte d'entrée possible à un art beaucoup plus abstrait, beaucoup moins figuratif, parce que là, on va dire, on transpose en couleur et en forme, si on veut, les effets musicaux. Hein? Comme par exemple, dans ce tableau de Suzor-Côté, ce qui est intéressant, c'est le titre de ça, Symphonie pathétique. Hein? Donc, il fait allusion à la fameuse symphonie de Tchaïkovski. Et donc, il suggère que dans ce nu, situé dans un paysage peu défini, on aurait une transposition, ensemble, de la musique de Tchaïkovski. Hein? Là, juste par le titre, déjà, il nous oriente vers une interprétation qu'on n'aurait pas eue spontanément. On aurait pu penser nu de dos, mais effectivement, d'ailleurs, on a un croquis préparatoire au tableau que vous voyez à droite, là, dans lequel, au contraire, c'est un modèle en studio qui est en train de poser comme ça et qui est transposé ensuite dans le tableau. Et vous voyez, par exemple, la chevelure entre les deux, entre l'esquisse et le tableau fini est intéressante, parce que la chevelure est très, au contraire, pathétique, si on veut, alors que le modèle dans le studio, ben, il y a juste les cheveux un peu longs, c'est tout. Alors là, et en plus, on comprend aussi pourquoi il a senti le besoin de faire un paysage derrière, s'il voulait évoquer justement la musique plus que juste simplement un nu. Hein? Alors là, en le situant dans un décor comme ça, il ajoute du pathos, si on veut, d'où le titre, Symphonie pathétique. Et les modèles qui pouvaient suivre à ce moment-là, que Suzor-Côté, on pense à un des grands peintres américains là, qui vivait en Angleterre, en fait, Whistler, qui avait fait aussi des tableaux dans lesquels les titres suggèrent de la musique. Comme par exemple, il a fait le portrait de sa mère, mais ça s'appelle Arrangement in Grey and White, hein? Ensuite, The Artist's Mother. Mais alors, le voir comme un arrangement en gris, blanc et noir, ça donne tout d'un coup l'idée que la couleur là, est plus importante que le sujet, si on veut. Et donc, la couleur elle-même serait comme autant de notes, si on veut, que le peintre pourrait utiliser. Alors, il a fait l'habit tout noir, il a fait de grands rideaux aussi en noir et blanc, puis finalement les murs gris.
Et donc, il a réussi à suggérer cette atmosphère particulière qui pourrait être proche de la musique, en fait. Donc, c'est en insistant sur les éléments formels du tableau, c'est-à-dire la couleur, la forme et le rythme, des choses comme ça, plutôt que sur le sujet, The Artist's Mother, hein, qui est moins important. Et c'est la même chose dans un autre tableau fameux de Whistler, vous avez dû voir reproduire souvent, là, la White Girl, là, comme il l'appelle, mais c'est Symphony in White No. 1. Hein? Alors la symphonie, évidemment, c'est un mot qui vient du caractère musical. Et là, c'est une espèce de variation sur 3 teintes de blanc. Disons, il y a la robe de la jeune fille, il y a le rideau derrière elle qui est blanc aussi, puis elle se trouve sur une peau d'ours blanc. Hein? Bon, il est un peu jaune, là, mais en fait, ma reproduction n'est pas parfaite, mais c'est vraiment comme ça. C'est comme s'il jouait sur 3 teintes de blanc. Et donc, là aussi, comme tout à l'heure, c'est comme des variations à l'intérieur d'une certaine tonalité. Et donc, là, le titre s'impose, Symphony in White No. 1. Hein? Vous comprenez comment ça a pu venir. Et l'autre solution de ce genre de désir de transposer la musique en peinture, c'est la solution abstraite, évidemment. C'est d'éviter justement toute figuration pour pas qu'on lise le tableau autrement que comme une suggestion de la musique. Et là, vous avez effectivement des essais qui ont été faits de ça, en particulier par ce peintre canadien qui s'appelle Bertrand Brooker, qui est peut-être pas très, très connu, mais l'intérêt de Brooker, c'est que, regardez la date de ça, 1927, ça veut dire que c'est des peintres qui font de l'art abstrait très tôt, hein? En Ontario, d'ailleurs, plutôt qu'au Québec, et je me suis fait taper les doigts là-dessus, parce qu'on disait, moi, je dis, ah, c'est Bob Dubois qui a commencé ça. Tu vois, non, il y a des gars qui faisaient dès les années 20 ou 30, là, qui étaient intéressés par l'art abstrait et qui sont tentés de faire justement comme ça. Là, ça s'appelle toccata, en plus, ça. Donc, une toccate. Alors, donc, de faire une transposition de la musique dans des formes abstraites, complètement. Hein. Et le maître auquel ils se réfèrent, ces gars-là, c'est Kandinsky. Hein. Si vous avez lu son petit livre, là, du spirituel dans l'art, il y a tout un chapitre là-dessus sur l'importance du fait qu'il dit les arts aujourd'hui se rapprochent de plus en plus et ont des dialogues entre eux. Et donc, un des dialogues importants, c'est la musique. Le cas de Brooker est étonnant parce qu'il connaît les textes de Kandinsky, mais il n'est pas inspiré par Kandinsky. Quand on voit les tableaux de Kandinsky, ça n'a rien à voir avec Brooker. Hein? Alors donc, il a pris la théorie de Kandinsky, il a lu ça, qu'on pouvait transposer la musique dans des tableaux plus abstraits, mais en même temps, il a inventé des formes à lui. Hein. Alors, je vous en montre quelques-uns, vous allez voir un peu comment ça se présente. Abstraction Music. Hein. Alors là, il donne un espèce de grand... Il semble que ça soit inspiré, ça, de la Symphonie du Nouveau Monde de Dvorak. Là. Tu sais, en fait, une espèce de grand déploiement là, de couleurs au centre, et qui s'ouvre et qui se déploie, etc. Un peu comme une pièce musicale. Hein. Mais là encore, on n'a pas de référent hors la peinture. On est vraiment dans un vocabulaire complètement abstrait. Hein. Regardez ici, sound assembling, alors on pourrait dire rassemblement de sons, hein, si on veut en français, dans lequel chaque forme et chaque couleur correspond à une note, en fait, telle qu'il l'entend. Hein. Il y a d'ailleurs des gens qui écoutent du Bach ou d'autres en fermant les yeux puis en imaginant des cathédrales ou toutes sortes de choses. Alors, c'est un peu ça, c'est qu'on pourrait dire, il y a une espèce de correspondance là, entre musique et peinture, entre couleur et tonalité, et qui fait que tout d'un coup, on peut avoir des transpositions de ce type-là. Mais alors, l'art abstrait joue beaucoup dans ce sens-là, si on veut. Et Brooker a fait des expositions, je l'en montre un. On retrouve d'ailleurs notre tableau là, que je viens de vous montrer. Il est ici. Et ça, c'est la Hart House. C'est une galerie enfin attenante à l'Université de Toronto, dans laquelle il y aurait, dès 1931, montré toute une série de ces tableaux-là, là, s'inspirant de la musique à ce moment. Brooker aussi est accoquiné un peu avec le groupe des Sept. Pourquoi? Parce qu'ils ont un peintre qui est intéressé par ce genre de tableau-là, c'est Harris. Hein? Harris est intéressé par l'art abstrait, c'est le seul qui va d'ailleurs faire des choses plus abstraites. Et donc, avec Brooker, ils s'entendent bien.
Pas avec moins avec les autres, parce que les autres sont des paysagistes et ils ne sont pas intéressés par l'abstrait, mais Harris est un lien avec Brooker et le groupe des Sept. Hein. Un de mes artistes préférés, évidemment, je me suis demandé, est-ce que Bordua n'a jamais touché à ça? Et là, on a ce tableau-là qui vient d'être découvert. On n'avait jamais entendu parler de lui. Ça vient d'être mis en vente là, chez FL il y a tout récemment. Et ça s'appelle Allegro Furioso. Et il n'y a pas de doute que c'est un Bordua. Bordua faisait toujours la même chose. Il collait au verso de son tableau sur un petit carton dans lequel c'était écrit à la machine son nom, le titre du tableau et la date. Alors là, on sait que ça s'appelait Allegro Furioso 1949. 1949, c'est une date intéressante dans la vie de Bordua. Ça, c'est l'année après la publication de Refus Global. Hein? Refus Global est publié en 1948, alors c'est l'année qui suit. Et évidemment, c'est des années difficiles là, pour Bordua parce qu'il perd son gagne-pain, son travail à l'École du Meuble. Il est mis à la porte à cause des manifestes qu'il publie, dit-on. Alors, comme le manifeste attaquait un peu l'Église ou un peu la religion, alors c'était pas possible de le garder pour enseigner à nos étudiants, évidemment. Alors, il est mis à la porte. Puis là, il vit d'expédient en 49-50. Il donne des cours aux enfants de Saint-Hilaire pour pouvoir survivre. Alors, donc, et il semble que le couple aussi était un peu distendu parce que Bordua, tout en étant un avant-gardiste, ne pouvait pas tolérer même l'idée que sa femme travaille. Et sa femme, Mme Bordua, était une infirmière diplômée. Elle aurait pu certainement apporter un peu d'argent dans le couple à ce moment-là. Alors, donc, il y a une tendance aussi. Alors, j'imagine qu'à un moment donné, il a dû faire plus furioso qu'allegro. Tu sais, on pourrait imaginer qu'il y a eu des tensions. En tout cas, ça vous donne un petit peu le contexte. Mais le tableau est comme ceux de Brooker, sauf dans un autre vocabulaire, hein, un peu cette espèce de transposition de la musique dans un tableau. C'est un beau, il n'est pas très grand, c'est un beau tableau et qui était complètement inconnu. Hein. On a beaucoup de listes de tableaux faits par Bordua durant sa carrière. Là, il fait des fois des listes des tableaux qu'il a fait. Celui-là, on ne l'avait même pas sur une liste. Alors donc, c'était une belle découverte. Je ne sais pas qui l'avait, parce que les collectionneurs sont toujours très discrets là-dessus. Ils ne veulent pas qu'on sache. Alors, c'est pour ça qu'on dit une collection particulière. On ne sait pas trop. Mais il a été mis en vente récemment. Puis là, il est passé dans une autre collection particulière. Il va peut-être un jour être donné dans un musée. Si le possesseur est ici, c'est une bonne situation. Regardez, un autre tableau de Bordua, là, beaucoup plus étonnant, parce que c'est plus tardif, parce que ça n'a aucun rapport avec le style de 49. Cela s'est fait en 57, donc vraiment vers la fin de sa vie, quand il est à Paris, et qu'il a aussi, qu'il a intitulé Symphonie en damier blanc, ou Symphonie numéro 2. Alors là aussi, comme si la musique pouvait être le sujet secret d'un tableau, au fond, géométrique, figuratif. Pas figuratif, mais géométrique. Une espèce d'abstraction géométrique. À ce moment-là, d'ailleurs, il parle beaucoup de Mondrian. Il fait des références à l'abstraction géométrique. Alors, et c'est, malheureusement, en fait, c'est une photo noir et blanc de ça, parce que le tableau est en très mauvais état. Il est au Musée d'art contemporain maintenant, mais on ne le montre pas. En fait, il n'est pas sur les murs. Il est très craquelé. Il y aurait besoin d'une restauration très importante. Mais il y a un peu de brun, un peu de gris, un peu, puis de noir et blanc pour le reste. En fait, ça donne une idée. Il y aurait un autre qui aussi apparaît vers la fin, toute fin de sa vie, là, cette composition 42 ou symphonie en noir. Alors, j'ai mis un fond gris pour que vous voyez un peu comment ça se présente, parce qu'autrement, le blanc de chaque côté là, de la grande bande noire au centre aurait disparu. Mais là, on voit un peu, enfin vraiment, c'est un tableau très, très simplifié, là, comme on va trouver dans son atelier à sa mort. Hein. Et les numéros, la composition 42, ça vient du notaire qui est venu dans l'atelier après, puis qui avait à faire l'inventaire de ce qui restait dans l'atelier. Alors, il a donné les numéros à chacun des tableaux, donc ça correspond à rien, sauf un inventaire de notaire. Par contre, le titre Symphonie en noir, ça, c'est plus intéressant. C'est un titre que Bordua a dû donner à son tableau. Hein. Et puis là, c'est 59. En tout cas, c'est vraiment à la fin de sa vie, il meurt en 60. Hein. Alors, vers la fin, c'est ça, il simplifie de plus en plus son œuvre. Puis là, l'art abstrait, ça amène souvent à des suggestions de ce type-là. Hein. Et je vais finir avec celui qui, à mon sens, est le meilleur exemple de cette transposition-là. C'est un grand tableau de Molinari. Ça s'appelle Danse, soupir, en plus.
Alors, c'est fait en 4 sections. C'est énorme, hein, cette histoire-là. Ça occuperait tout le devant de la scène ici, là. Alors, et là, il est au Musée des Beaux-Arts du Canada, c'est à la Galerie nationale, et dans lequel il y a quelques interventions, il y a des lignes obliques un peu. Hein. Et chez Molinari, c'est étonnant, parce que d'habitude, c'est toujours des lignes verticales. Alors là, et les lignes obliques, ça suggère aussi une espèce de mouvement, hein, comme si on demandait au spectateur de refaire le même périple que l'artiste a fait. Hein. Et donc, c'est pour ça qu'il appelle ça danse, d'ailleurs, puis soupir, ben, en tout cas, parce que alors là, on pourrait dire qu'on a une transposition presque parfaite de la musique, enfin, dans un tableau abstrait très dépouillé et avec juste l'intensité de cette couleur rouge là, et un peu d'orange, un peu. Mais là, la photo est pas parfaite, là, mais quand vous irez à la Galerie nationale, allez voir ça, il y a une salle réservée pour ce tableau-là. C'est un don, d'ailleurs, qu'il a fait à la galerie et à la fin de sa vie, en fait. Un très beau tableau. Alors, je résume en 2 mots. On voit le problème de la transposition du temps en peinture, il est complexe. En fait. On aurait pu faire 3 conférences avec ça, à vrai dire. Hein. Le problème de la musique, c'est très particulier. Ensuite, vous avez bon, le portrait. J'ai pris un exemple célèbre parce qu'on avait tout ce qu'il fallait pour le présenter. Mais c'est aussi, alors là, ça serait toute l'implication du temps dans la conservation même des tableaux. Et ce que je vous disais au départ, là, toutes ces luttes, en fait, ces discussions sur la narrativité ou non dans le tableau. Alors, vous voyez, donc, c'est un sujet un petit peu compliqué, mais d'un autre côté, on voit, c'est la même chose qu'on voyait la dernière fois, c'est le défi qui est posé aux peintres et qu'ils essaient de s'en sortir comme ils peuvent. Alors, la prochaine fois et dernière fois, là, l'autre fois, il faisait mauvais, hein? Cette fois-ci, c'était épouvantable. Imaginez-vous la semaine prochaine. Je vous promets qu'on va avoir la tempête du siècle, je ne sais pas quoi. Alors, on va voir plutôt le problème de l'émotion. Hein? Comment est-ce que le peintre peut transposer les émotions dans la peinture. Puis je vais finir aussi avec un photographe, parce que là, on va avoir plus d'exemples. OK. Alors, merci.